Chapitre 18. L'endroit le plus dangereux. Nous nous écartâmes pour les laisser entrer, elle et les chiens. Puis, après avoir refermé la porte tant bien que mal, nous prîmes place autour de la plus grande table de la salle. L'aubergiste, tout en lançant vers Grimalkin des regards épouvantés, emplit nos assiettes d'œufs au jambon, accompagnés de pain grillé, jusqu'à ce que nos appétits soient satisfaits. « Et les chiens » lui lançai-je. « Ils ont parcouru une longue route, ils ont faim ?» Il eut un instant d'hésitation, mais Grimalkin le fixa en découvrant ses dents pointues. Il s'enfuit dans sa cuisine et revint avec de la viande pour les bêtes. Tandis que nous mangions, j'avais expliqué dans quelle situation était Todd Morden, rappelant tout ce qui s'était passé depuis que j'avais quitté Chipenden en compagnie de Jude et de l'épouvanteur. Quand j'en vins au sort de mon maître, ma gorge se serra et je ne pus continuer. Alice posa la main sur mon bras. Une bouffée de tendresse me gonfla la poitrine. En dépit de nos récents différends, elle m'avait terriblement manqué. C'est alors que Jude Briscoe intervint. « Avant que Tom vous en dise plus, je dois vous avouer quel rôle j'ai joué dans cette affaire. J'en suis aussi navré que honteux. » Il m'épargnait la tâche de révéler sa trahison, et j'en fus soulagé. D'une voix tremblante, il conta son histoire sans tenter de se justifier autrement qu'en révélant les menaces portées contre sa famille et la possession de Cosmina Fresque par un démon. Quand il eut terminé, il fixa la table, la tête basse. Personne n'eut un mot de réconfort. Il m'était toujours impossible de lui pardonner. Grimalkin le scruta, la mort dans les yeux. Ma conscience m'obligea alors à confesser mes propres manquements. « Je ne suis pas fier de moi non plus, » reconnus-je. J'étais descendu dans la cave, à la recherche de mon maître. Je me suis soudain trouvé face à des démons. Il faisait noir, ils étaient nombreux. J'ai pris la fuite, terrorisé. Je me suis sauvé. Le silence retomba. Enfin, Alice le rompit, et la tension se relâcha. « Qu'as-tu vu dans cette cave la deuxième fois, Tom » m'interrogea-t-elle. « Que t'a montré au juste la Strigoïca » Je déglutis, la gorge nouée. Je revoyais l'instant où la créature avait soulevé le couvercle du coffret, révélant l'horreur qu'il contenait. Il y avait la tête de mon maître dans une boîte, maintenue en vie par magie noire. Son corps a été jeté en pâture à un Moroi. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il souffrait atrocement. Il m'a supplié de le délivrer de ses tourments. Jude releva la tête, puis il quitta sa chaise et vint me prendre par les épaules. « Où étais-tu quand tu as vu cette tête ?»« Chez Dame Fresque ?» Il frappa dans ses mains, les yeux brillants. « Je comprends tout à présent. Combien de fois es-tu rentré dans cette maison, Tom ?»« 4 ? Non, 5 fois. » Et son apparence différait chaque fois ? Oui, lors de ma dernière visite, la porte de la cave avait disparu. À la place, il n'y avait qu'un mur nu. Écoute-moi, Tom. Dans cette demeure, tout est en perpétuel changement. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit sur les Strigoi et les Strigoïca. Ils tirent leur pouvoir d'un grimoire pour créer des illusions. Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, mais tu vois ce que je veux dire ? Mon cœur s'accéléra, tandis qu'une nouvelle explication m'apparaissait. Ce grimoire, c'est le codex du destin, l'un des plus puissants et des plus dangereux qui soit. Tu veux dire que la tête, dans le coffret, était une illusion ? Que l'épouvanteur n'est peut-être pas mort ? Ça serait possible ? Ne te réjouis pas trop vite, je ne suis sûre de rien. Mais oui, il est possible qu'il soit encore vivant, à croupir dans un des puits disséminés sur la colline. Il est résistant malgré son âge. Seulement, s'il s'abreuve régulièrement de son sang, il ne résistera pas longtemps. Il a pu déjà succomber. Sache toutefois une chose, je ne connais aucune sorcière, ni aucun démon roumain capable de conserver une âme vivante dans une tête coupée. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» m'offusquai-je, saisi d'une brusque colère. « Je n'étais plus moi-même, Tom, pardonne-moi. Trop de questions m'encombraient l'esprit. » Je désignai du menton le sac de cuir, à l'épaule de Grimalkin. « Mais le malin, on l'a décapité, et sa tête parle encore. » C'est différent. Ce type de pouvoir fait partie de son être. Le donner à John Gregory est quasiment impossible. Quasiment. Qui sait ce que les ressources de l'obscur, combinées entre elles, peuvent accomplir ? Les serviteurs du malin cherchent désespérément à lui redonner son intégrité. On peut toutefois espérer. Jude laissa sa phrase en suspens, les sourcils froncés. Secouant amèrement la tête, je me tournai vers Grimalkin, assise en face de moi. C'est exactement ce qu'il attendait de moi. Que je vous attire ici afin de s'emparer de la tête. Vous êtes à l'endroit le plus dangereux qui soit. On te sentait en difficulté et on était en chemin pour te rejoindre. Aussi ne te fais aucun reproche, répliqua-t-elle. Depuis la dernière fois que je t'ai vu petit, j'ai affronté un grand nombre de dangers et je m'en suis tiré,
Parfois, on m'a aidé. Elle regarda Alice du coin de l'œil, puis elle tapa sur son sac. Mais le plus important, c'est ça. Ça ne doit en aucun cas tomber aux mains de nos ennemis. D'après ce que tu nous as dit, l'ancien dieu Siskoy représente la plus grande menace. Nous ne resterons pas ici plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Je ne partirai pas sans avoir tenté de sauver mon maître, ou du moins sans m'être assuré qu'il est bien mort et qu'il est en paix. Alice, tu m'aiderais à le retrouver? J'aurais voulu te laisser à l'écart de tout ça, mais je ne vois pas d'autre moyen. Bien sûr, Tom, répondit-elle. Je peux le faire tout de suite. Elle ferma les yeux, inspira profondément et relâcha lentement son souffle en marmonnant. Je fus très étonnée. Je m'attendais à ce qu'elle m'accompagne sur la colline pour flairer les alentours. Et elle était là, utilisant tout naturellement quelques formules de magie noire. C'était pour elle une seconde nature à présent. Elle ouvrit alors les yeux et déclara d'une voix égale. « Ils le retiennent dans un puits au nord-est. » J'eus du mal à formuler ma question. Lui ou seulement sa tête? Impossible à dire, Tom. Je sens son esprit, c'est tout. Quoi qu'il en soit, il faut le tirer de là. Allons-y. Grimalkin secoua la tête. Non, c'est moi qui irai avec Tom. Toi, prends ça et défends-le grâce à ta magie si nécessaire. Se levant, elle remit le sac à Alice avant de se tourner vers Jude. Tu restes avec elle, ordonna-t-elle. Vous nous attendrez en haut de la lande, à l'ouest, avec les chiens. On vous rejoindra dès que possible. Jude acquiesça sans poser de questions. L'impressionnant Grimalkin avait pris la direction des opérations, et chacun trouvait naturel de lui obéir. Un fermier habite par là-bas, dis-je, un certain Benson. Il a des chevaux et une charrette. Il devait transporter nos livres à Chippenden. Il était furieux que la chose ne se fasse pas, et la somme que je lui ai donnée en compensation n'a pas eu l'air de le satisfaire. Si on le paye bien, il nous laissera sa charrette pour transporter mon maître. Attendez-nous à la lisière de la lande. Ces dispositions prises, je montai prendre le sac de l'épouvanteur et le mien. J'en confiai un à Alice et l'autre à Jude. « Et l'aubergiste » m'inquiétai-je. Grimalkin eut un sourire sinistre. « Il est trop terrifié pour être dangereux. C'est ce qui nous attend sur la colline qu'il faut craindre. » Sans tarder davantage, Alice et Jude partirent vers l'ouest, tandis que je descendais vers le fleuve en compagnie de Grimalkin. Le silence régnait sur la ville déserte, mais les portes verrouillées n'offraient guère de protection aux habitants. S'ils avaient 2 sous de jugeote, ils fileraient d'ici. « Ils vont nous voir venir, » me dit Grimalkin. « Après tout ce que tu as fait, ils se tiennent certainement sur leur garde. Il vaudrait mieux attaquer de nuit, mais la menace qui pèse sur la vie de ton maître ne nous laisse pas le choix. Montrons-nous hardis et rapides. Dès qu'on aura traversé le fleuve, tire ton épée et cours. » Nous marchions déjà sous les arbres et avions presque atteint le gué. Je continuais d'espérer, contre tout espoir, que nous retrouvions mon maître vivant. J'osais à peine penser à ce qui nous attendait au fond du puits. L'idée que ce puisse être sa tête, encore consciente, et que je doive la brûler pour donner la paix à son âme était insupportable. Quand on approchera de l'endroit indiqué par Alice, je flairerai l'emplacement précis, reprit Grimalkin. Nos ennemis surgiront sûrement très vite. Pendant l'attaque, tu protégeras mes arrières en prenant soin de ne pas gêner mes mouvements. Compris? J'acquiesçai. L'instant d'après, nous avions traversé le fleuve, et Grimalkin s'est lancé à vive allure. Je courus sur ses talons, m'efforçant de ne pas me laisser distancer. Bientôt, les rues pavées étaient derrière nous, et nous escaladions la pente de la colline. Grimalkin ne ralentit pas, en dépit de la forte déclivité. Le temps, encore ensoleillé quand nous avions franchi le gué, changea soudain. Les créatures de l'obscur le manipulaient de nouveau. Mais, cette fois, au lieu de lancer la tempête contre nous, elle envoyait des langues de brouillard serpenter le long des pentes. À quelque distance de notre destination, Grimalkin fit halte et renifla à 3 reprises. J'attendais derrière elle, l'épée à la main, le souffle court. Désignant des arbustes qui entouraient l'une des plus grandes maisons, elle galopa dans cette direction. C'était une haie d'aubépine que longeait un profond fossé. Le brouillard qui nous avait rejoints s'épaississait et la lumière diminuait. Ce n'était pas un obstacle pour la tueuse. Grimalkin courut vers l'arbre le plus proche de la maison et trouva aussitôt le puits. Il était fermé par une lourde pierre qu'elle rejeta sur le côté, révélant un trou noir et fétide. J'ai plutôt de bons yeux, même dans l'obscurité. Là, je ne distinguais rien. « Pouvez-vous vous lever, John Gregory ?» appela la tueuse. « Si oui, tendez les bras aussi haut que vous pourrez. C'est moi, Grimalkin, et Tom, votre apprenti, est à mes côtés. » Le voyait-elle, de son puissant regard de sorcière? Était-il encore entier?
Ou l'interpellait-elle pour savoir ce qu'il en était? Une toux résonna dans les ténèbres du puits, comme pouvait en produire un vieil homme tentant de s'éclaircir la gorge. Mais je me rappelais que la tête, dans le coffret, avait émis le même genre de son. Nous étions sur le point de découvrir la vérité. Seulement, d'autres bruits nous parvenaient du côté de la maison. Une femme cria avec colère dans une langue que je ne compris pas, sans doute du roumain. « Vite !» siffla Grimalkin vers le fond du puits. « On n'a pas beaucoup de temps !» Une nouvelle quinte de toux résonna, puis mon maître parla. Ces mots n'étaient pas ceux que j'espérais entendre. « Laisse-moi, sorcière !» chevrota-t-il. « Mon heure est venue. Je préfère mourir ici. » À sa voix, il paraissait affreusement vieux et fragile. Je me penchai sur le trou, mes yeux s'accoutumant lentement à l'obscurité, et je lâchai un soupir de soulagement. Appuyé contre la paroi de terre, mon maître nous regardait, terrifié et abattu, mais la tête encore attachée à ses épaules. « Votre tâche n'est pas achevée, » lui lança Grimalkin. « Donnez-moi la main. L'ennemi approche. Chaque seconde qui passe met nos vies en danger. »« Je vous en prie, maître, » suppliai-je. « Tout le comté est menacé. Des démons et des sorcières assoiffées de meurtre s'apprêtent à déferler vers l'ouest. Ils tentent de convoquer Siskoï. On a besoin de vous. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous résignez pas à finir comme ça. » Il y eut un instant de silence. Puis, avec une profonde inspiration, il leva les bras. 2 secondes plus tard, Grimalkin l'avait extirpé de la fosse et il était devant nous. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état de faiblesse. Il tremblait de la tête aux pieds, à peine capable de tenir sur ses jambes. Son manteau était taché d'un sang qui semblait être le sien, et il portait au cou de profondes marques de morsure. Il y avait dans son regard une angoisse telle que j'en eus le cœur serré. Sans un mot, Grimalkin le bascula sur ses épaules, la tête et les bras ballottant dans son dos. J'entendais des pas martelant le sol, dans la brume. L'attaque fut si brusque qu'elle me prit par surprise. Les longs doigts griffus d'une strigoïka filèrent vers mon visage. J'abattis mon épée avec tant de hâte que je perdis l'équilibre, glissai sur l'herbe humide et tombai à genoux. Je crus ma dernière seconde arriver, mais ce fut au tour du démon de tomber. Une lame s'était enfoncée dans son œil gauche. Grimalkin avait déjà une autre dague à la main. Agrippant fermement l'épouvanteur par les jambes, elle s'élança sur la pente de la colline. Je bondis sur mes pieds et courus à sa suite. Quand nous avions fui, Jude et moi, personne ne s'était mis en travers de notre route. Cette fois, les démons se tenaient en embuscade dans le brouillard. Nous franchîmes une première ligne, la sorcière ayant poignardé une silhouette presque indistincte. Une forme énorme se leva à ma droite. J'abattis mon épée et l'impact remonta le long de mon bras. La créature, un ours possédé par un moroi, s'écroula avec un rugissement de douleur. C'est alors que les vrais ennuis commencèrent. L'ennemi était partout, des strigoi et des strigoïkas. Des dents et des griffes surgissaient de la brume. L'épée brouillard, provoquée par magie noire, permettait aux démons d'attaquer pendant les heures de jour. « Place-toi derrière mon dos !» me cria Grimalkin. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Protège mes arrières, je m'occupe du reste. » Elle se lança dans le combat, avec des mouvements fluides empreints d'une grâce terrible. Chacun de ses coups répandait le sang. Même me tenir dans son dos s'avérait ardu, car elle changeait constamment de direction. Je me contentais d'abord de balancer mon épée pour tenir l'ennemi à distance, veillant à ne pas déraper sur la pente glissante. Je tirai mon poignard juste à temps pour frapper un strigoi au croc découvert qui s'était glissé sous la lame du destin. La créature leva la main pour se protéger le visage, ce qui lui coûta 3 doigts. Tranchos portait bien son nom. Alors qu'elle transportait l'épouvanteur sur une épaule, ce qui l'obligeait à n'utiliser qu'une arme à la fois, Grimalkin ne cessait de tourbillonner. Chaque coup qu'elle assénait provoquait un cri d'agonie. Je continuais de protéger ses arrières en usant de mes 2 lames. Je tentais une fois de ralentir le temps, mais le rythme du combat était si rapide, si furieux, que je ne pus trouver la concentration nécessaire. Finalement, pressé de toutes parts, je repoussais de plus en plus difficilement mes ennemis. Je fus séparé de Grimalkin. Hors d'haleine, les bras ankylosés, je m'épuisais. Soudain, la tueuse fut à mes côtés. « Par là !» ordonna-t-elle. « Suis-moi !» Elle s'était taillé un chemin entre ses assaillants, et nous dévalâmes la colline, abandonnant l'ennemi quelque part derrière nous, dans le brouillard. Aucune autre créature de l'obscur ne s'interposa entre le fleuve et nous franchîmes bientôt le gué. Mais nous n'étions plus en sécurité sur cette rive, le pacte était rompu. Les rues s'étaient vidées, et un silence surnaturel régnait sur la ville. Les habitants s'étaient-ils barricadés chez eux même en plein jour, ou bien avaient-ils pris la fuite ? « Posez-moi par terre !» protesta faiblement l'épouvanteur. « Je ne veux pas être un fardeau, je peux marcher. » Grimalkin ne se donna même pas la peine de répondre. Elle se contenta de hâter le pas.
Au moment où nous quittions Thornmorden pour nous engager sur la lande, le brouillard se dissipa, laissant place à un soleil éclatant. En me retournant, je vis que la ville et le fleuve étaient encore ensevelis dans la brume. Devant nous, je n'apercevais ni Alice ni Jude. Je commençai à m'inquiéter quand ils apparurent au loin, marchant près d'une charrette. Les chiens boudissaient autour d'eux. Quand ils nous rejoignirent, les yeux de Benson s'agrandirent d'effroi en découvrant Grimalkin. Néanmoins, il avait été bien payé, et une fois l'épouvanteur installé avec précaution sur le véhicule, il lança ses chevaux au galop. Alice tendit le sac de cuir à Grimalkin, qui le remit à son épaule, et nous suivîmes la charrette au pas de course. Nous abandonnions le champ de bataille, provisoirement. Notre devoir nous imposait de revenir plus tard à Todmorden pour contrer la menace. Pendant une demi-heure, Grimalkin, Alice, Jude et moi courûmes près de la charrette, à l'affût du danger. Puis Benson se tourna vers nous. « Je vais crever mes chevaux à ce rythme-là !» Les bêtes écumaient, et, sur un signe de tête de Grimalkin, leur conducteur tira sur les rênes et les mit au trot. À la tombée de la nuit, nous fîmes halte quelques heures, montant la garde l'un après l'autre. L'attaque que nous redoutions n'eut pas lieu. Nous nous rapprochions peu à peu de Chipenden. En d'autres circonstances, cela aurait suffi à apaiser mon anxiété. Mais, même ici, les pouvoirs combinés des différentes entités roumaines étaient capables de nous atteindre. Nous n'étions plus en sécurité nulle part.